Une petite introduction à cette soirée, donc l'After Féministe. D'abord, je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous d'être là. Voilà, j'ai essayé de faire beaucoup de motivation pour qu'on ait beaucoup de monde ce soir et je vois que la salle est bien remplie, donc vraiment merci à tous et merci à tous pour le travail de relais. Voilà. Donc ce soir, la commission féministe des écologistes est ravie, donc, comme je le disais, de vous accueillir pour une soirée autour de l'égalité. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une programmation plus large autour de cette journée, donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et on était donc ce matin à Pantin d'abord, où on a fait des ateliers sur l'inclusivité. Cet après-midi, on était à la manif et donc on est là ce soir. Et on sera aussi là aussi demain, enfin pas ici mais à Paris. Oui, il y a des, je sais pas, il y a des sons un peu bizarres avec le micro. Là, j'ai plus de son du tout. Mais il n'y a plus de son. C'est revenu. Et donc oui, on sera à Paris demain aussi dans le 10e pour encore d'autres tables rondes. Donc pour nous, cet événement, en fait, la commission féministe, ça fait des semaines qu'on prépare cet événement et c'était un peu un moyen de sortir de la sidération dans laquelle le monde nous plonge en ce moment. C'était un moyen de retrouver de l'agentivité et en fait de bouger, de se mobiliser et de faire de l'action. Et donc en fait on est vraiment content d'être là et je le dis encore, voilà, désolée je me répète. Et parce qu'en 2025 le féminisme est attaqué et il est attaqué plus que jamais. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir autoritaire dans le monde, de Trump à Milei, d'Orban, c'est une catastrophe qui déferle. Et on voit aussi ce qui se passe dans le monde aussi avec l'Iran, l'Afghanistan et partout, donc les droits des minorités, les droits des femmes, les droits de tous ces corps qui refusent de plier se trouvent attaqués. Et donc il va nous falloir résister. Et pour résister, eh bien, ce soir, on a deux tables rondes avec des intervenantes qui vont nous partager leurs compétences et leurs convictions aussi. Et j'espère qu'elles vont nourrir nos armes pour agir et nos armes pour résister demain. Donc ici, à Paris, partout en France et j'espère partout dans le monde. Donc voilà, et pour cette première table ronde, un titre que Sandrine Rousseau m'avait suggéré, qui est « Travailleurs de tout pays qui lèvent vos chaussettes ». Et on va essayer donc de parler de la charge domestique sous l'angle des inégalités de genre et de classe. Et donc autour de cette table ronde ce soir, nous aurons donc Sandrine Rousseau, députée de Paris, députée écologiste et économiste de formation et militante féministe, on peut le dire, et Rachel Keke, donc anciennement gouvernante d'hôtel, porte-parole de la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, qui avait fait beaucoup de bruit et qu'on remercie pour tous ses combats et pour ce qu'elle a aussi porté à l'Assemblée pendant le temps où elle était, et donc qui est une ex-députée LFI. Et nous avons Nicole Tequet-Laurent, donc doctorante en sociologie du travail à Nanterre et ingénieure en sociologie. Voilà, donc merci à toutes les trois, vraiment très chaleureusement d'être là ce soir. Et je vous invite à venir prendre place. Il y a de quoi vous asseoir là, hein, s'il y a encore quelques sièges. Alors du coup, pour commencer cette table ronde, je pense que je vais directement aller dans le sujet. Et j'ai envie de faire un petit tour de table pour savoir pour chacune d'entre vous de quoi est-ce qu'on parle quand on parle en fait de charge ou de travail domestique. Concrètement, globalement, c'est quoi? Ça représente quoi aussi pour vous et peut-être à travers votre soit combat politique, soit votre vie personnelle, globalement, de quoi on va parler ce soir?
Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là ce soir. Alors pour commencer, donc le travail domestique, moi je m'y intéresse du point de vue de la sociologie, donc c'est vraiment tout ce qui se rapporte aux activités au sein de la sphère domestique, que ce soit le ménage, le passage, mais aussi ce qu'on appelle le travail reproductif, qui va avoir trait à la reproduction de la vie, le fait de s'occuper d'un enfant, de l'élever, de faire la cuisine, etc. etc. Les traits un peu caractéristiques qu'on identifie dans le cadre du travail domestique, je vais en pointer trois très rapidement. Il y a le côté de naturalisation de ce travail qu'on va considérer comme naturellement assigné aux femmes, qu'elles seraient plus aptes à réaliser. Donc on y reviendra, j'imagine. Il y a le côté invisibilité aussi, c'est un travail qui ne se voit que quand il est mal ou pas fait du tout. Donc un caractère particulièrement invisible du travail domestique. Et puis c'est un travail qui est associé au concept de sale boulot. Donc sale boulot au sens propre du terme, qui touche au sale, quand il s'agit de nettoyer le sale, mais aussi au sens symbolique du terme de sale boulot, d'un travail qui est mal reconnu, dévalorisé, et ça c'est quelque chose qu'on voit par ailleurs dans la sphère professionnelle. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, vous êtes là, écoutez-moi bien parce qu'on est là pour parler de la lutte. Surtout les femmes qui travaillent dans les métiers précaires. Il y a le travail domestique, c'est vrai, il y a les femmes du ménage dedans. Il y a les éboueurs, il y a les femmes qui travaillent aussi dans les restaurants, il y en a. Donc, c'est métiers qui sont invisibles, comme c'est dit tout à l'heure, qui sont mal payés. Et la plupart des femmes qui font ça, dites-vous que souvent elles sont obligées de faire 3 boulots pour avoir à peu près 1500 ou 1600 euros. 3 boulots parce que souvent ça dépend, on peut les mettre 2 heures par ici, 2 heures par là, on va même d'avoir même 500 euros. Donc moi je pense que le 8 mars, ça doit être tout le temps, parce que on ne va pas attendre que le 8 mars, c'est vrai que c'est symbolique, mais il faut que ça soit, le 8 mars, ça soit dans notre travail surtout pour réclamer nos droits. Ça, c'est très important. Et c'est ce que nous avons fait à l'hôtel Ibis les Batignolles. On était mal payés, maltraités, humiliés, mais on a pris les taureaux par les cornes pour dire, mais finalement, il faut que ça cesse. Parce que si on ne décide pas d'aller chercher nos droits, si on ne s'attend pas, ça dépend, il y a chacun qui travaille individuellement, mais là, collectivement, où il y a les salariés qui travaillent ensemble et qui sont maltraités, ben, pourquoi ne pas s'organiser? Déjà, se syndiquer, parce que se syndiquer, c'est important. Pourquoi? Parce que le syndicat apprend déjà les droits à ces femmes. Parce que moi, je dis, les métiers précaires, les femmes de chambre, la majorité ne savent pas lire et écrire. La majorité ne connaissent pas leurs droits. C'est pour ça qu'à l'hôtel Ibis les Batignolles, nous, on aimait beaucoup se syndiquer pour pouvoir avoir nos droits. Et quand on nous apprenait nos droits, on ne se laissait pas faire. C'est pour ça qu'on a fait 22 mois de lutte. C'est pour ça qu'on a fait 22 mois pour pouvoir être respecté dans la dignité et être bien payé. Mais cette victoire de grève à l'hôtel Ibis les Batignolles, les femmes aujourd'hui qui étaient payées à 600, 700 ou 20 000 euros, parfois aujourd'hui elles sont payées de 1800, 2000 euros de salaire. Mais qu'est-ce qui a donné ça? C'est parce qu'on a lutté. C'est parce que ça a été dur, c'est pas facile. La grève, c'est pas du tout facile. Mais quand on est unis, on est ensemble, on est solidaires, on peut gagner. Et c'est ce que... Ouais. Voilà. Merci. Merci. Ensemble et solidaires, c'est droit. Ouais. Tu veux que je continue sur les tâches domestiques? Voilà, déjà, chef d'intro, Sandrine, à toi. Je vais commencer par... Enfin, je le dis parce que sinon je vais y penser pendant toute la soirée et ça va... Voilà, je le dis parce que vraiment, Rachel Keke, c'est une des voix qu'on regrette beaucoup, beaucoup dans l'Assemblée. Je le dis parce que c'est très, très important de comprendre... Parce qu'elle avait une voix forte, une voix qui portait des sujets avec les tripes et quand tu parlais dans l'Assemblée, eh bien, il y avait évidemment l'extrême droite qui essayait de couvrir ta voix, mais en fait, ils essayaient de la couvrir précisément parce qu'elle était très juste. Et on était en commission des affaires sociales ensemble,
Et je peux te le dire aujourd'hui, vraiment tu nous manques, mais beaucoup, beaucoup. Et au-delà de ça, je me permets de faire une petite aparté pour dire aussi que si la voix de Rachel nous manque autant, c'est parce qu'elles ne sont pas nombreuses, ces voix-là dans l'Assemblée, et qu'en fait on a besoin d'une Assemblée qui soit bien plus représentative qu'elle ne l'est actuellement, et que ça c'est un combat politique en amont à l'intérieur de nos partis, au moment avant les désignations, etc. Et que là, chez les écologistes, mais comme dans tous les autres partis, je ne pointe pas spécialement le nôtre, mais dans tous les partis, nous avons des progrès à faire pour que véritablement, eh bien, il y ait des voix qui représentent toute la population française qui puissent accéder au micro de cet hémicycle rouge dans lequel ces voix résonnent encore plus fort qu'ailleurs. Bien. Une fois qu'on a posé ça sur le travail domestique, moi j'ai envie de dire que, évidemment, c'est ce que vous avez dit toutes les deux, c'est-à-dire un travail qui est invisible, un travail qui est mal payé, qui est mal reconnu. Moi j'ai envie de rajouter, c'est un travail qui est délocalisé ou qui est sous-traité. C'est massivement un travail qui est sous-traité dès qu'on peut le sous-traiter. Les hommes le sous-traitent aux femmes, beaucoup. Les femmes riches le sous-traitent à des femmes pauvres. Et les entreprises hôtelières les sous-traitent à des entreprises sous-traitantes. Et même l'Assemblée nationale sous-traite son ménage à des entreprises sous-traitantes. Donc en fait, c'est quelque chose qui est tellement dévalorisé, qui est tellement difficile aussi dans les conditions de travail, mais qui est tellement dévalorisé qu'on cherche à le faire pour le moins d'argent possible. Et c'est ce qui explique cette chaîne de sous-traitance. Et je voudrais dire que dans les ménages aisés, avec les nouveaux hommes qui prennent leur charge qui se revendiquent féministes, qui bougent les lignes, etc. Eh bien, je voudrais dire que dans les ménages aisés, la première source de dispute, la plus importante et la plus récurrente, c'est la répartition des tâches domestiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la chose qui a le plus de mal à être partagée équitablement entre les hommes et les femmes. Et quand dans les ménages aisés, on règle ce problème, souvent on le règle par la sous-traitance, c'est-à-dire par le fait de recourir à une femme de ménage. Et ce qu'il y a d'extrêmement flagrant quand on emploie une femme de ménage, dans les couples qui emploient les femmes de ménage, je parle des couples hétérosexuels, c'est un peu différent dans les couples homosexuels, mais dans les couples hétérosexuels, quand il y a l'emploi d'une femme de ménage pour résoudre le conflit de couple de qui fait le ménage, eh bien ça réduit le temps de ménage des femmes à l'intérieur des couples, mais ça réduit encore plus le temps de ménage des hommes à l'intérieur des couples, de sorte qu'en fait ça n'est pas, c'est encore plus les hommes qui sous-traitent le ménage que les femmes qui le font. Et donc en fait c'est là qu'on se rejoint sur les questions à la fois sociales, puisqu'on voit bien qu'il est question d'inégalité. On ne peut, dans les couples les plus riches, on ne peut employer une femme de ménage que s'il y a un différentiel de salaire qui le permet. Et c'est une question aussi qui renvoie aux problématiques raciales et racistes dans la société, puisque on le voit en France, mais on l'a vu dans tous les pays européens à peu près, les filières, les titres de séjour les plus facilement accordés le sont pour les personnes qui font le ménage, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans l'hôtellerie-restauration, que ce soit chez les particuliers. De sorte qu'en fait, on accepte une forme de discrimination sociale, systémique et généralisée de sous-traiter les tâches les plus difficiles, les plus ingrates aux personnes qui sont les plus vulnérables et les plus précaires dans la société. Mais merci pour ce riche premier tour d'introduction. Sandrine, j'avais une question pour toi, déjà qui était un peu, est-ce que en fait ces tâches, ou ce qu'on appelle en fait ces tâches ménagères, est-ce que ça doit être considéré comme un travail? Est-ce que globalement, parce que moi en fait en préparant cette table ronde, on a eu aussi pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, avec notamment des hommes qui donc ont écrit oui mais maintenant il y a la machine à laver, donc en fait voilà, le problème est réglé quoi, enfin faut arrêter, on est passé, vous vivez dans les années 80 et voilà, vous faites de la pure idéologie, blablabla. Et donc en fait je me demandais si en effet, est-ce que du coup c'est un truc que chacun devrait faire et savoir mettre son linge dans la machine, quelle est la nature réellement de ce qu'on appelle ce travail domestique, et est-ce que ça doit en être considéré comme un, voilà. Alors ça c'est une question qui parcourt beaucoup les sujets féministes. Je rappelle qu'il y a quand même 10 heures par semaine de plus de ce travail domestique qui est fait par les femmes uniquement par rapport aux hommes.
10 heures de plus. C'est-à-dire que pour vous donner une petite représentation, c'est que dans les années 70, les hommes faisaient un certain nombre d'heures de tâches domestiques. Et si on regarde l'augmentation du nombre d'heures de tâches domestiques qu'ils font aujourd'hui par rapport aux années 70, ils ont progressé, c'est vrai, ils ont augmenté la quantité de travail domestique qu'ils font de 14 minutes par jour. Donc autant dire de rien du tout. Autant dire de rien de tout. C'est-à-dire qu'en fait, juste, ils font 3 assiettes de plus sur la vaisselle et puis c'est tout. Et donc, est-ce qu'on doit le considérer comme un travail ou pas comme un travail? Eh bien, c'est tout l'enjeu. Et d'ailleurs, il y a eu des débats extrêmement intéressants dans différents pays là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, la France, on s'est plutôt orienté vers l'idée que c'était un travail et que, raison pour laquelle il a fallu donner des avantages fiscaux, qui étaient les fameux chèques emploi-service, etc., aux ménages les plus aisés pour permettre d'employer en fait des personnes qui avaient un véritable contrat de travail, enfin un véritable contrat de travail, un contrat de travail, et on disait que justement c'était une manière de rendre légal et officiel quelque chose qui ne l'était pas. En Suède, par exemple, ils ont eu un débat qui était totalement différent, où ils ont estimé que ça n'était pas possible de déléguer la saleté à des personnes extérieures à ceux qui avaient produit cette saleté, donc à des personnes étrangères au foyer, enfin au ménage. Et donc ils ont résolu le problème en disant que c'était mieux en fait d'avoir une maison peut-être un peu plus sale, mais de ne pas avoir recours à une femme de ménage, par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas considéré que c'était un travail, mais qu'ils ont considéré que c'était une responsabilité de vie en commun, une sorte de service commun que nous devions assurer. Et moi, je suis plutôt sur cette optique-là de dire que si on considère que c'est un travail, alors on va chercher des salariés, mais ces salariés sont les salariés dont le travail dépend le plus du différentiel de salaire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de mal les payer, sinon ce travail n'existe pas. Alors qu'en Suède, grâce à l'arbitrage qu'ils ont fait, eh bien, il y a déjà une meilleure répartition des tâches domestiques, et derrière, il n'y a pas cette espèce d'exploitation de personnes encore plus précaires pour gérer le sale. Et en fait, c'est une question assez philosophique, c'est-à-dire, si vous produisez du sale, et on en produit tous et toutes, eh bien, c'est à qui de le nettoyer? Eh bien, moi, je fais l'hypothèse, et je pose politiquement, que c'est à nous de nettoyer, c'est-à-dire c'est à ceux qui font le sale qui doivent nettoyer ce qu'ils ont produit. Et que c'est profondément ça la responsabilité de faire. Parce que, j'en termine là-dessus, oui. Dans les cas aussi, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des personnes qui sont âgées ou dépendantes ou autres, ou qui ont en fait différentes possibilités qui rendent en fait le fait de nettoyer après soi cette responsabilité difficile. Dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une utilité sociale? Non mais ça c'est tout aujourd'hui, vous déléguez l'activité de ménage quand vous êtes riche. Mais on pourrait imaginer déléguer l'activité de ménage sur la base du besoin. Mais dans ces cas-là, les mères célibataires, par exemple, enfin les familles monoparentales, seraient les premières à en avoir besoin. Parce qu'en général, elles ont des horaires de travail énormes. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de familles monoparentales avec des enfants handicapés, que c'est des femmes pour la plupart, etc. Donc en fait, ce serait elles qui en auraient le plus besoin. Et aujourd'hui, c'est une logique purement capitaliste et non pas de service public ou de service à la personne véritablement. C'est une logique purement capitaliste qui dit si tu as les moyens de le faire, tu le fais. Si tu n'as pas les moyens de le faire, tant pis. Que tu sois handicapé ou pas, que tu sois en mauvaise santé, que tu sois vieux ou vieille, eh bien tant pis en fait. Si tu n'es pas capable de payer, tu ne peux pas y avoir accès. Et en fait c'est ça toute la logique qu'il y a à changer, c'est de faire en sorte qu'on puisse imaginer ce service dans un cadre de besoin, mais pas dans une logique capitalistique. Du coup, pour rebondir sur ça, Nicole, j'avais une question un peu pour toi aussi, parce que j'ai lu un peu ce que tu avais écrit, et donc dans un de tes papiers, tu parlais en fait qu'on était en train de développer une économie au service de la flemme. Et j'ai bien aimé en fait ce titre. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus sur en fait comment ça se passe cette économie au service de la flemme, et c'est un peu ce que Sandrine nous disait, c'est-à-dire comment en fait les riches ont ce pouvoir j'imagine de délégation, et est-ce qu'on est de plus en plus nombreux à externaliser, ou en fait comment ça se passe? Voilà. Oui, alors
Je parle d'économie de la flemme. Alors moi, mon sujet de thèse, il s'intéresse spécifiquement aux plateformes de services à domicile. Donc on parle d'ubérisation, pour le dire un peu vulgairement, et quand on parle d'ubérisation, généralement on tend à penser immédiatement à des plateformes comme Uber ou Deliveroo, qui concerne d'ailleurs une majorité d'hommes qui interviennent dans l'espace public. Alors dans ce cas précis, des plateformes de services à domicile, il s'agit principalement de travailleuses femmes qui interviennent dans la sphère privée et dont on entend très peu parler. Sur ces plateformes de services à domicile, j'étais partie donc, dans cet article qui était paru dans la revue Salariat, Travailler au service de la flemme, d'une publicité que vous avez peut-être vue dans le métro, qui justement promouvait les services de cette plateforme avec cette phrase « la flemme de faire le ménage ». Et donc cette publicité, vous l'avez peut-être vue si vous prenez le métro, c'était vraiment cette idée de dire si vous avez la flemme de ménage, on vous invite à déléguer ce ménage. Simplement, on parlait des incitations socio-fiscales aussi, le fait de pouvoir accéder au crédit d'impôt à 50% qui permet à ces entreprises en plus de vendre le service à moitié prix, de façon simple, accessible, en 2 clics, pouvoir commander sa femme de ménage d'une certaine manière comme on commanderait son repas Deliveroo. C'est ce qui est proposé par cette plateforme. Et donc moi, ce que j'analyse dans ce contexte vraiment plus ubérisé, d'externalisation presque à l'extrême, puisqu'il s'agit de recourir à des intervenantes à domicile qui sont soit sous des régimes de micro-entreprises, soit sans statut de travail du tout. Donc on est vraiment en plus aux marges du salariat et de toute la protection qui est associée à ce statut. Et donc ce que j'essaye d'analyser, c'est aussi de voir comment ces plateformes finalement, elles parlent au nom des femmes. Elles parlent au nom des femmes, mais à 2 niveaux très différents. C'est-à-dire que d'une part, elles vont s'adresser à leur clientèle cible, à ces femmes de classe moyenne et supérieure, en leur disant « Écoutez, si vous avez la flemme de faire le ménage, nous on a cette option simple, accessible, peu onéreuse finalement, puisque en 2 clics, vous pouvez vous payer une prestation de ménage. C'est le prix d'un resto, je veux dire, sur Paris, donc vous pouvez vous payer cette prestation de ménage pour le week-end, et en essayant aussi de déculpabiliser, en s'adressant principalement aux femmes. Si vous regardez un peu ces publicités plus en détail, vous vous rendez compte que on va voir que ces plateformes reprennent aussi des concepts très féministes autour de la charge mentale, aussi des conflits conjugaux, de l'inégalité dans la répartition des tâches. Ça va même jusqu'à aborder des questions qui sont très peu abordées par ailleurs, libérer le tabou autour du postpartum, au lieu d'offrir à une jeune mère qui viendrait d'accoucher des doudous pour les enfants qui ne serviraient pas forcément, offrez-lui une prestation de ménage. Et d'une certaine manière, ça parle aussi, puisque ça vient aussi pointer des problématiques sociétales concrètes aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les clients d'une part. Mais d'autre part, ces plateformes, elles vont aussi s'adresser à celles qui n'ont pas les moyens de cette délégation, c'est-à-dire aux travailleuses, en leur proposant un cadre de travail plus flexible que dans le salariat. Et donc, on va entendre ces fondateurs de plateformes qui sont de plus en plus visibles dans les espaces médiatiques, même si on les entend moins que Deliveroo ou Uber, mais on les entend quand même, qui vont venir chercher ces travailleuses en leur disant « Écoutez, si vous avez besoin de vous arrêter à 16h30 pour aller chercher vos enfants à l'école, c'est possible. Vous avez la main sur vos horaires, vous avez la main sur vos clients, et d'une certaine manière, vous allez acquérir une autonomie que vous ne trouviez pas dans le salariat. » Et donc là aussi, ils viennent pointer un problème de conditions dans le salariat dégradé qui est réel. Moi, du coup, j'ai fait des entretiens avec des travailleuses, avec des clientes qui parlent aussi de leur problématique rencontrée et qui viennent pointer le fait que oui, dans le salariat, on peut trouver des conditions de travail dégradées et donc, effectivement, ça nous amène à potentiellement nous tourner vers les plateformes. Et ce que disait Sandrine Rousseau tout à l'heure sur le fait que les mères solo pouvaient être celles qui pouvaient avoir le plus besoin de ce travail domestique, moi ce que je constate sur mon terrain, c'est qu'en réalité les mères solo, ce sont la cible principale, mais pour les travailleuses. La majorité des travailleuses qui exercent, on va dire, dans une logique un peu de plein temps sur ces plateformes, ce sont ces mères solo qui élèvent seules leurs enfants et qui n'ont pas trouvé en fait cette protection dans le salariat, qui n'ont pas réussi à ajuster aussi, à articuler leur temps de vie entre la sphère familiale et puis la sphère professionnelle, et qui se sont trouvées dans cet espace en fait parce que faute de mieux en fait. Et donc ça c'est intéressant à voir parce qu'en fait ces plateformes elles s'adressent aux femmes mais à 2 niveaux. D'une part à celles qui ont les moyens de cette délégation
pour leur offrir cette possibilité de se délester de ce travail ménager, et puis aux autres pour leur proposer un cadre de travail supposément plus flexible. Mais ce que nous on voit en fait, ce que je constate quand on regarde un peu ces logiques-là, c'est que finalement en fait, ces plateformes, elles reproduisent des inégalités qui étaient préexistantes en fait à leur arrivée, qui relèvent en fait sur une logique de faire proposer le travail ménager sur les femmes, toujours entre les femmes. En fait, ça reste une question de femmes de classe moyenne qui délèguent à des femmes plus précaires, souvent racisées, qui n'ont pas le choix en fait de trouver ces conditions de travail, et au final dans cette équation elles ne remettent à aucun moment cette absence, cette grande absence qui est la part des hommes dans cet âge domestique. Du coup, je vais rebondir. Bah oui, si tu avais envie de faire intervenir Rachel. Je vais rebondir un peu sur ce que Sandrine a dit. Mais moi, je pense que faire le mélange de soi-même, c'est du travail. C'est du travail parce qu'on n'a pas dit que ce n'est pas du travail. C'est vrai que c'est nous qui salissons, mais quand tu nettoies, c'est du travail. Voilà. Maintenant, ce que je vais dire aussi, c'est que, bon, ça a été dit, elle allait un peu dans ce sens-là. Les conditions de travail que les femmes ont au travail, c'est-à-dire le capitalisme doit alléger les conditions des femmes au travail d'abord. C'est-à-dire leur donner le temps, quand elles finissent au travail, comme ça, elles ont le temps qu'elles arrivent à la maison, se poser un peu et puis avoir du temps pour faire le ménage. Parce que par exemple, comme je disais tout à l'heure, la plupart des travaux précaires, c'est les femmes racisées qui font. Moi, souvent, je me levais à 4 h du matin. Oui, justement, j'avais envie de... Parce que vous avez... Enfin, Rachel, en fait, vous avez été... Donc, du coup, c'était un contexte différent, parce que c'était pas un contexte de travail au domicile des gens, c'était un contexte dans un hôtel, mais où, du coup, un hôtel qui sous-traitait lui-même, en fait, cette charge de ménage à, du coup, un autre groupe pour lequel vous travaillez. C'était une forme de plateforme. Est-ce que vous étiez auto-entrepreneuse de la plateforme ou vous étiez salarié de ce groupe qui était du coup un groupe sous-traitant ou sous-traité? Ben, nous, on était salariés. D'accord. On était salariés. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, par exemple, je me lève à 4 h du matin. Et j'ai mes 4 enfants. Donc, déjà, il faut que je m'organise. Déjà, je regarde un peu le plus grand. C'est lui qui gère tout. Je prends le premier bus à 5h17. Et j'ai le métro à 5h17. Je connais les heures. Et quand j'arrive au travail, minimum, soit il est 6h30 ou 7h. Et en partant sur la route, il faut qu'à 7h, j'appelle l'enfant. Est-ce que vous êtes réveillé? Est-ce que vous avez mis le lait au micro-ondes? Est-ce que vous avez mangé? Tu as habillé ton frère, tu as habillé ta petite soeur? Tu jettes tout ça. Après, tu as la pression au travail. Mais quand on arrive au travail, et que tu commences, que tu vois ton rapport, on te donne, tu arrives, on te donne 30 chambres, ou 40 chambres, 50 chambres par jour. Et on te demande, tu commences à 9 h, souvent 8h30. Et ça dépend des clients. Donc souvent, tu peux sortir de là à 17 h ou 18 h. Ça dépend du nombre de chambres, à quel moment partent les clients. Parce que tu es obligé de finir les chambres avant de rentrer. Et quand tu rentres chez toi, tu es fatigué. Parce que c'est un métier, c'est le travail, ça t'abîme le corps. Tu peux avoir des tendinites, canal carpien, le disque du dos, tu es épuisé. Moi, par exemple, quand j'arrive, je vous dis, je ne m'assois pas sur un canapé. Parce que quand je m'assois, je dors. Il faut aller chercher les enfants après, il faut venir faire à manger, il faut leur donner le pain. Après, il faut suivre si tu as vu les devoirs. Souvent, mais je ne sais même pas s'ils ont fait les devoirs. Parce qu'après, moi-même, je suis épuisé. Je suis fatigué. Donc, moi, je pense que le travail à la maison, le ménage à la maison, c'est un travail. Donc, le capital, c'est-à-dire les patrons qui embauchent ces femmes, doivent trouver des solutions pour abaisser leurs conditions de travail. Si tu peux commencer ton travail à 9 h et finir à 15 h, tu as largement le temps de pouvoir rentrer chez toi, te reposer même 1h30, 2 h avant de reprendre les choses. Voilà. Maintenant, celles qui font 3 boulots, c'est-à-dire que tu te lèves à 4 h, tu finis à midi, tu attends un peu, tu restes dans un centre commercial, le temps d'attendre ton heure, tu commences à 17 h, après jusqu'à souvent tu finis à 21 h, 22 h, tu rentres chez toi. Donc tu n'as même pas le temps de savoir où est passé ton enfant, puisque c'est soit une voisine ou même celle qui va chercher l'enfant à l'école. Et quand tu rentres, souvent tu trouves les enfants dorment. Tu ne sais même pas où les enfants sont passés.
Tu ne sais même pas s'ils ont fait les devoirs, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, tu ne sais pas. Tu arrives, tu ouvres la chambre, tu regardes tes enfants et tu rentres dans la rue, tu te laves, tu dors. Le lendemain, tu te lèves comme ça au bureau. Donc, moi, je pense que le capitalisme, les grandes sociétés, ceux qui ont l'argent, qui en bossent, doivent alléger le travail des femmes. Et ça, c'est très important. Ils doivent le faire parce que quand on dit ménage, c'est les femmes, tout de suite les femmes qui sont ciblées. Même quand tu es avec les hommes à la maison, souvent tu fais le ménage, ils sont assis. Hein. Surtout chez les Africains. Non, mais je le dis. Je le dis, ils sont assis. Ils ne viennent même pas t'aider, ils ne viennent même pas t'apporter de l'aide. Les autres aussi, Rachel. Bah, je ne sais pas, mais moi je dis ce que tu vas là. Ils ne t'aident même pas. Ils ne t'aident pas. Et c'est toi qui fais tout. Tu es obligé de tout faire. Voilà, donc moi je pense que c'est un double travail même pour les femmes. Peut-être même un triple même travail même pour nous. Voilà. On parle souvent de double, voire de triple journée des femmes, en effet, parce qu'il y a la maison et il y a plein de choses à penser. Quand j'avais pensé, j'ai vu ce concept de triple journée des femmes, où il disait que justement, il y avait à la fois le boulot, il y a les enfants et le ménage et tout ça. Et en plus, maintenant, aujourd'hui, enfin bref, dans une France qui devient compliquée, il y a aussi toute la partie reproductive, c'est-à-dire pour les femmes qui ont des enfants et qui ont en fait maintenant aussi parfois des difficultés à avoir des enfants, toute cette charge des rendez-vous gynéco, machin, de tout ce qui est parcours PMA ou autre, en fait, du coup, maintenant, il y a presque pour certaines femmes des triples journées où elles s'occupent à la fois de leur fertilité et tout ça, du travail des enfants et du ménage. Et donc, bref, on n'en finit plus sur le travail des femmes. Mais je voulais justement, et merci beaucoup Rachel pour ce témoignage, parce que je pense qu'en fait c'est ce qu'on doit entendre aussi, la difficulté vraiment de ces conditions de travail, de se lever tôt, d'aller faire, et en fait de ne pas avoir le temps de faire pour sa propre famille. Et ça, je pense que c'est super important aussi à entendre. Et Sandrine, justement, je voulais te faire rebondir sur en fait, ça coûte quoi aux femmes économiquement, cette double journée, globalement, parce que j'ai l'impression qu'en effet, c'est un double travail qu'on a, et donc du coup, ça nous coûte quoi? J'ai l'impression qu'en fait, ça coûte différemment en fonction justement des classes sociales, mais que ça nous coûte à toutes. Oui, alors quand je disais que c'est un travail, c'est très dur, évidemment. La question c'est est-ce que c'est un travail salarié au domicile des personnes en fait? Et est-ce que c'est un travail d'auto-entrepreneur, d'entreprise privée, ou est-ce que c'est un service public aux personnes qui en ont besoin? Et ça, ce sont des questions qui sont, à mon avis, assez fondamentales. Sur qu'est-ce que ça coûte aux femmes? Ça coûte plein de choses aux femmes. C'est-à-dire qu'avoir 10 heures de travail gratuit, c'est avoir un peu moins de temps de travail. Alors c'est vrai que les femmes travaillent moins, même celles qui sont à temps plein, travaillent moins en moyenne que les hommes, mais surtout elles travaillent plus tôt et elles partent plus tôt du travail. C'est-à-dire qu'en fait elles partent, la médiane c'est entre 17h30 et 18h. Et toutes les études sociologiques, économiques ont montré que pour booster votre carrière, il est très important de rester au bureau entre 18 et 20 heures. Parce qu'en fait, c'est l'heure où vous êtes avec les supérieurs hiérarchiques, où vous êtes dans des discussions, etc. Et en fait, ces heures-là de 18 à 20 heures, ce sont des heures qui sont cruciales dans le cadre de la progression de carrière. Et ce sont des heures auxquelles les femmes sont largement absentes des collectifs de travail, parce que précisément elles doivent rentrer chez elles pour assumer une partie des tâches domestiques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elles prennent aussi par rapport aux hommes sur leurs loisirs. Donc elles prennent sur leur temps de travail et elles prennent sur leurs loisirs pour faire ces 10 heures de travail supplémentaires. Et quand on regarde quels loisirs sont les plus impactés, eh bien elles éliminent complètement de leur vie, et particulièrement quand il y a des jeunes enfants, elles éliminent tous les loisirs qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'en fait, elles conservent, quand c'est possible, des loisirs familiaux, mais elles se privent, en fait, les premières heures de loisirs qu'elles éliminent, qu'elles gomment de leur emploi du temps, de leur agenda, c'est des heures de loisirs pour elles. C'est-à-dire c'est le temps où elles voyaient leurs copines à elles, c'est le temps où elles pouvaient éventuellement aller chez le coiffeur un peu longuement, où elles pouvaient même se promener, faire un jogging toute seule, ou se promener toute seule. En fait, des temps qui sont en dehors de la famille. De sorte que quand il y a ces 10 heures de travail supplémentaires, eh bien, c'est aussi une manière de ne plus avoir d'espace à soi.
c'est une manière de consacrer l'intégralité de ses journées aux autres, donc aux enfants, tu l'as extrêmement bien dit Rachel, aux conjoints, à la famille, mais pas à soi-même. Et puis ça coûte aussi énormément en termes de valorisation sociale, puisque si on regarde maintenant à l'intérieur des couples qui fait quoi, eh bien de manière majoritaire et très très majoritaire, les hommes vont amener les gamins au foot par exemple le week-end, à la compétition de foot ou à la compétition de sport ou aux activités artistiques quand elles se déroulent le week-end, pas quand elles se déroulent le mercredi. Et ils vont lire des histoires, ils vont faire des activités de loisirs avec les enfants. Par contre, tout ce qui est nettoyage, et particulièrement nettoyage de ce qu'il y a le plus sale, c'est-à-dire les toilettes, la salle de bain et la machine à laver, et bien tout ce qui est vrai, qui touche vraiment directement le très sale, et bien cela c'est fait par les femmes. Et si maintenant on regarde, même dans les tâches domestiques qui sont les plus ingrates, et bien les hommes vont par exemple davantage sortir la poubelle que nettoyer les toilettes. Et en fait c'est pas anodin ce truc là, parce que si vous nettoyez les toilettes, et bien il suffit qu'une minute après vous ayez un enfant ou quelqu'un qui aille dans les toilettes et c'est tout à recommencer, alors qu'une fois que vous avez sorti la poubelle, et bien vous en avez pour plusieurs jours où vous êtes tranquille avec la tâche, c'est-à-dire qu'en fait vous avez fait votre travail et c'est fini, et vous savez que vous l'aurez à le refaire une prochaine fois. Et tout cela, ça invisibilise aussi le travail des femmes, en cela qu'il n'y a jamais de fin. Il y a pas de, on ne peut pas dire ça y est j'ai fini le travail domestique pour les tâches qui sont réalisées par les femmes. Donc ça coûte en santé mentale, en santé psychique, parce qu'en fait c'est comme si on se démenait, qu'on faisait tout, qu'on pensait à tout, qu'on se dépêchait de rentrer du travail, qu'on faisait tout le boulot, etc. Puis qu'à la fin ça n'était jamais fini. Et en fait ça, si on regarde par exemple ce qui s'est passé pendant le Covid, eh bien il y a eu des burn-out familiaux de la part des femmes, mais il y a eu aussi vraiment... Et alors que les hommes étaient à la maison, enfin étaient dans les foyers, eh bien les femmes ont pris plus de tâches domestiques que les hommes pendant le Covid. Et ça, à un moment, il va falloir le poser. Moi, j'avais posé l'idée d'un délit de non-partage des tâches domestiques, ce qui avait encore mis Enthoven et tous les autres en position latérale de sécurité. Mais la réalité, c'est que tant qu'on ne s'adressera pas à ça, eh bien, on ne pourra pas atteindre l'égalité professionnelle, on ne pourra pas sortir les femmes de la grande précarité, et on ne pourra pas non plus diminuer la charge mentale qui est sur elles. Donc en fait, c'est absolument fondamental de mieux répartir les tâches domestiques. Et j'en termine juste sur un point pour dire que ça n'est quand même pas complètement simple, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, aucun pays, même parmi les plus égalitaires, n'a d'égalité en matière de travail domestique. Aucun des pays du monde. Et dans les expériences utopistes qui ont été faites par exemple par les fourastiers dans le phalanstère, etc., qui étaient des organisations sociales utopistes, égalitaires, eh bien le ménage n'était jamais quelque chose d'apaisé. Et chez Fourastier par exemple, ils l'ont donné aux enfants parce que les adultes refusaient de le faire de manière égalitaire. Donc ce que je veux vous dire, c'est que là on a une petite révolution à faire pour toutes nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères et toutes les femmes de l'histoire, qu'enfin nous arrivions à la parfaite égalité dans le travail domestique. C'est pour ça qu'ils détestent les féministes. C'est pour ça qu'ils détestent le féminisme, hein, parce qu'ils voient qu'on a les yeux ouverts. On vous voit. J'avais une question encore pour Nicole. En fait, justement, je me demandais si le fait de... C'est pas Fourastier, c'est Fourier. Bon, alors voilà, correction de Sandrine, c'était pas Fourastier, mais Fourier. Donc, sur la manière de concevoir ces tâches, comme initialement, en fait, une responsabilité justement des femmes, presque une nature ou une seconde nature des femmes, est-ce que ça a un impact sur la manière dont elles sont valorisées aussi en termes de métier? Enfin, c'est-à-dire qu'on parle de, Rachel a parlé de métiers précaires, enfin aussi en termes de salariat. Est-ce que du coup, c'est vraiment un truc qui est ancré dans le sexisme depuis longtemps? Est-ce que du coup elles sont vraiment encore moins considérées, par exemple, je sais pas, dans ce truc de plateforme d'ubérisation qu'un chauffeur Uber, par exemple? En gros, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la manière dont on voit le ménage et dont on le voit comme une responsabilité féminine qui en fait le dévalorise?
Alors, je pense qu'effectivement, pour revenir un peu à la définition initiale du travail domestique, les enjeux de la naturalisation du travail ménager, notamment le fait qu'on considère que ce soit principalement assigné aux femmes, c'est directement lié en fait à sa dévalorisation. Et donc c'est aussi très lié à son invisibilisation. Donc peut-être que sur les plateformes, on peut faire ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les travailleuses des plateformes sont moins visibles que les travailleurs des plateformes, parce que opérant dans la sphère privée, parce que intervenant aussi dans des contextes beaucoup plus isolés, dans des sphères domestiques, seuls, ne connaissant pas leurs collègues. On a vu des mobilisations, notamment de livreurs, même de livreurs sans papier, prendre la voix, être très médiatisés. Ils sont aussi au cœur des débats politiques et médiatiques. Il y a eu des instruments de régulation qui ont été faits spécifiquement pour les livreurs et les chauffeurs. Et d'une certaine manière, les plateformes de services à domicile, elles ont aussi réussi à contourner ces débats, à passer, à s'implanter à l'abri de ces polémiques autour des enjeux un peu d'exploitation, de salariat déguisé qui existent aujourd'hui sur ce type de modèle de plateforme. Donc l'invisibilité, elle est là. Après, sur la question de la dévalorisation liée à un travail qui serait naturellement assigné aux femmes, moi j'avais envie de faire le lien avec les travaux des féministes marxistes des années 70, de la deuxième vague, notamment les italiennes comme Maria Rosa Dalla Costa ou Silvia Federici, qui avaient en fait déjà abordé cette question du travail ménager. En fait, les années 70, ça a été l'époque où le travail domestique a été placé au cœur des débats féministes dans une perspective internationale. Ça a vraiment provoqué des débats internationaux mondiaux à l'époque où se posait la question de la valeur du travail domestique. Les féministes marxistes, notamment les italiennes issues du mouvement opéraïste, elles ont décidé de mettre en place une revendication qui était celle du salaire au travail ménager, en disant ce que nous on fait dans la sphère domestique gratuitement dans nos foyers, c'est du travail. Et étant du travail, il doit être reconnu comme tel et donc rémunéré comme tel. Et donc ça a suscité une polémique très importante, notamment les féministes matérialistes en France comme Christine Delphi n'étaient pas du tout d'accord. Mais ce qui était intéressant en fait, c'était cette idée de dire ce que nous on fait dans la sphère familiale, au foyer, même si on le fait pour des proches, même si on le fait pour nos enfants, pour nos parents, pour nos conjoints, pour des gens qu'on aime, c'est du travail. Et elles avaient ce grand slogan, notamment Silvia Federici, qui disait « They say it is love, we say it is unwaged work ». Et ils disent que c'est de l'amour, nous on dit que c'est du travail non rémunéré. Et donc c'était des revendications très fortes, très politiques en fait à l'époque. Ça rejoint aussi toute cette idée des féministes de dire le personnel est politique. On était vraiment dans ça en fait, c'est de toucher l'intimité des foyers, mais pour pouvoir porter des revendications, comme elle disait, depuis la cuisine et la chambre à coucher, auprès des personnes les plus proches de nous, parce qu'en fait c'était cette idée de considérer que l'exploitation des femmes, elle partait de la sphère du foyer, elle partait en fait de cette intimité des domiciles privés, et que sans lutter contre cette exploitation dès la cuisine et la chambre à coucher, en fait on ne parviendrait pas à cette égalité, même dans la sphère professionnelle. Et donc l'idée des féministes marxistes à l'époque, c'était de dire en fait, ok, il faut lutter pour que les femmes puissent accéder au monde professionnel, à l'égalité salariale, etc. à l'extérieur, mais en fait si c'est pour se faire exploiter comme des hommes, on va pas y arriver. Donc c'est dès le domicile que ça commence. Et donc je pense qu'il y a aussi cette idée de repolitiser le travail domestique, parce qu'en fait ce domestic labor debate des années 70, il s'est éteint dans les années 80. Il réémerge sous d'autres formes aujourd'hui. Les travaux de Maud Simonet autour du travail gratuit replacent un peu tous ces débats au cœur de l'actualité politique, notamment les stages non rémunérés, tout le travail gratuit qu'on réalise par exemple pour les grandes plateformes, pour les GAFAM, sur Facebook, etc. Ça reste aussi du travail gratuit. Et donc, voilà, l'idée c'est de politiser tout ça. Je pense que même en termes d'idées de mobilisation, il y a encore beaucoup de choses à s'inspirer de ces féministes des années 70. Maria Rosa Dalla Costa, je lisais son livre récemment, racontait qu'une des grandes mobilisations qui était pour mettre en évidence tout le travail des mères de famille avait été de s'organiser une journée où toutes les mères étaient allées poser leurs enfants sur les genoux de leurs conjoints dans les usines. Parce qu'il y avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et je trouve que ça serait très intéressant de le voir aujourd'hui. Merci. En fait, moi je voulais maintenant revenir à Rachel et revenir sur cette idée aussi donc on l'a vu, de travail. Enfin, maintenant je pense qu'on peut parler de travail domestique réellement, et en fait de ces plateformes et de cette délégation, parce que aujourd'hui, donc c'est ce qu'on a dit en fait sur cette table ronde, donc il y a une ubérisation de ce travail.
avec une délégation forte à travers des plateformes. Et alors, Rachel, du coup, par rapport à des conditions salariées, ces conditions en fait d'auto-entrepreneuses qui sont ensuite utilisées où elles choisissent leurs heures à travers des plateformes. Enfin, on leur dit en gros, voilà, il y a tel client, vous pouvez booker 2 heures ou booker ceci. En fait, qu'est-ce que ça change en fait pour elles et est-ce que ça peut être une manière de en fait, médier leur vie personnelle et leur travail, donc un vecteur un peu d'émancipation, ou alors est-ce qu'on est vraiment dans de l'exploitation de plus en plus avec ces plateformes? Moi, je pense qu'on est toujours dans l'exploitation parce que... Dans tous les cas. Dans tous les cas, on est toujours dans l'exploitation. Donc moi déjà, moi je pense que là ce soir, c'est vrai, on a parlé on parle du travail, des conditions de travail des femmes et tout, mais il faut qu'on parle de la lutte surtout. Ben c'est ça, c'est comment on s'organise, voilà, après, comment on lutte et comment on gagne. Voilà, il faut qu'on parle de la lutte parce que moi je pense qu'il y a il y a des femmes qui n'ont plus d'espoir. Il y a des femmes qui n'ont plus d'espoir. Et quand souvent je fais des conférences, qui me disent par exemple que, ah non, par exemple, on ne croit plus en rien du tout. On ne croit plus en rien. Pourquoi? Parce que, ah mais les politiciens aujourd'hui, ils font rien de bon, ils font du blablabla. Moi franchement, ça ne m'intéresse pas. Souvent même tu peux arrêter une femme, tu vas lui parler de la côté. Ah non, 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 moi ça ne m'intéresse pas. Mais moi je pense qu'il faut que les femmes s'intéressent à la politique. C'est important parce que je pense qu'à l'Assemblée nationale, hein, moi je suis femme de ménage, je suis arrivée là-bas. Moi je pense que tout le monde a le droit d'être là-bas. Mais si aujourd'hui on ne s'intéresse pas à la politique, mais les bourgeois qui sont là-bas vont nous faire croire qu'on n'a pas notre place. Pourtant on a notre place là-bas et c'est nous-mêmes qui pourrons nous défendre et dire devant ce gouvernement qui est, comme de toute façon j'avais fait, vous n'avez pas le droit de mettre en genoux les gens qui tiennent la France debout. Parce que c'est les travailleurs, c'est nous. Si on n'est pas là, ils ne sont pas là. Si on ne vote pas, ils ne vont pas être à la tête d'un pays. Donc si on ne s'occupe pas de la politique, on fait comme si on ne comprend rien. Et demain, on vient pleurer. Demain, on vient accuser telle personne, c'est telle personne, tel parti politique qui fait que notre vie est compliquée. Mais moi, je pense que c'est nous-mêmes. Et moi, je dis toujours, il est temps que les femmes prennent les choses en main. Il est temps. Parce que il y a eu quand même, je ne sais pas, à l'époque, il y a eu des combattantes. Si aujourd'hui on a eu le droit de vote, mais qui a fait? Il y a des femmes qui se sont battues. Mais aujourd'hui, où sont ces combattantes? C'est qu'elles nous ont légué. C'est allé où? C'est resté où? On n'attend plus rien. C'est-à-dire c'est comme tout le monde avait pris du somnifère. Rien ne bouge. Souvent même tu vois des femmes qui sont maltraitées dans leur travail. Mais quand souvent tu leur dis allez vous syndiquer, mais elles ont peur d'aller se syndiquer. Elles ont même peur de parler. La parole, elle libère. Là où tu es, si tu es, je peux dire, tu es maltraité, tu es mal payé, il y a des associations, il y a des syndicats, vas-y, va réclamer tes droits. Ça ne va pas te trouver devant ta porte, ça ne va pas te trouver dans ton lit, tes droits. Il faut aller chercher. Donc, là où je dis, là où on travaille collectivement, mais c'est de se réunir, de parler, d'être ensemble. Parce que nous, quand on était là en grève, on allait à 34. On était 60, on allait quand même à 34. Mais qu'est-ce que le reste des femmes faisaient? Elles étaient contre nous-mêmes. Elles faisaient croire que nous, on aimait faire la grève et qu'on n'aimait pas travailler. C'est-à-dire qu'on faisait la grève pour changer les conditions de tout le monde. Mais on était la cible de ces femmes-là. C'est-à-dire le patron, elle le protégeait et nous, on était la cible. Donc déjà, la solidarité féminine, il faut qu'il y ait. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, je vais finir. On avait une ancienne collègue qui a été violée par l'ancien directeur de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Et là, il y a eu le procès, elle a gagné son procès, elle a été condamnée 5 ans de prison ferme. Voilà, mais cette collègue, pourquoi elle n'a pas parlé? Parce qu'elle a eu peur des critiques de certaines femmes. Elle a eu peur, mais dit non, je ne veux pas qu'on parle. Je ne veux pas me montrer, je ne veux pas. Parce que je sais qu'il y a certaines femmes qui vont me taper dessus. Et puis c'est vrai. Parce que même à l'hôtel, il y a certaines femmes qui disaient, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas inventé? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas piégé le directeur? Donc vous voyez jusqu'à... Aujourd'hui, franchement, il faut que la solidarité féminine naisse. C'est important. Il faut que ça naisse. Quand on voit, il y a des femmes de chambre qui sont à Suresnes, qui font la grève. Mais il faut que toutes ces femmes viennent. Parce que là où une femme souffre, toutes les femmes doivent être là. Toutes les femmes, sans exception, toutes les femmes doivent être là. Toutes les femmes.
Moi j'ai dit, il est temps qu'on prenne les choses. Les hommes, ils ont foiré. Vous voyez les gays partout, c'est les hommes. Vous voyez les gays partout, c'est les hommes. Quand tu es dans le pouvoir, ils font n'importe quoi. Non mais c'est la réalité, ils font n'importe quoi. Même les femmes, ils nous écrasent. On peut dire non et stop. Et c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Vous voyez, qu'est-ce que dit le gouvernement? Mais quand les enfants déconnent, mais ils accusent qui? Ils accusent les mamans. Ils accusent les mères. Non, c'est les mères parce qu'ils ne s'occupent pas. Non, c'est les mères parce qu'elles n'ont pas le temps. Mais ça, ils oublient que ces mères n'ont pas le temps. Elles font 3 boulots, elles arrivent à la maison, il est 22 h. À quel moment tu vas éduquer ton enfant? Quand ils peuvent mettre des conditions normales, parce que c'est là-bas. Moi, j'étais en Assemblée nationale. Moi, je suis arrivé là-bas, c'est là-bas qu'on peut changer la vie des gens. Parce que quand tu es assis, comme dit Sandrine, sur le micro, les chaises rouges Bordeaux, là, devant, là, il y a 3 boutons. Il y a pour, il y a contre et il y a abstention là-bas. Donc, si tu veux que, si les députés que vous votez pour eux, qui sont à l'Assemblée nationale, veulent que les femmes soient protégées, mais c'est là-bas que ça se décide. Ça ne se décide pas dehors. C'est là-bas que ça se décide. Bon, je vote pour que les conditions des femmes changent. Je vote pour que quand les femmes sont victimes de violences, elles soient protégées. Mais c'est là-bas que ça se passe. Je vote pour que l'État débloque l'argent pour donner aux associations pour protéger les femmes qui sont victimes de violences. C'est là-bas que ça se passe, c'est pas en dehors. Donc arrêtez de dire je suis apolitique. Vous vous trompez vous-même. Personne n'est apolitique. Personne. Personne n'est apolitique. Tu es femme de ménage, tu n'es pas apolitique. Et moi, je l'ai compris dans notre grève. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on parlait de notre grève. Et c'est là que j'ai compris. Quand j'ai vu Marlène Schiappa venir sur nos piquets de grève, à l'époque, elle était ministre. Qu'est-ce qu'elle relation, nous, on était en politique. Parce qu'elle venait s'arranger avec le groupe Macron pour pouvoir ne même pas trouver des solutions sur notre grève. Donc, personne n'est apolitique. Personne. Tout ce qui nous arrive sur cette terre, c'est politique. Voilà, donc essayons de créer l'union ensemble et puis voilà, d'aller chercher nos droits tous ensemble et vous allez voir, on va gagner. Voilà, merci. C'est bon message de sororité et d'union, je pense qu'on a vraiment besoin, donc merci. Et juste pour conclure un peu, je voulais savoir justement, avec un petit clin d'œil avec le titre de cette table ronde, alors comment on fait pour que les hommes lavent leurs chaussettes? Alors est-ce que la réponse elle est politique? Est-ce qu'elle est culturelle? Bon, je pense que Rachel y a répondu. Hein. mais du coup je vous laisse conclure et on prendra quelques questions à la fin. Alors moi j'ai toujours été hyper surprise du discours de la puissance masculine qui explique qu'ils savent faire des EPR nucléaires, qu'ils savent faire des centrales nucléaires, des trucs, des fusées qui montent sur Mars, qu'on va aller être sauvé sur Mars, etc. Des trucs incroyables. Et puis vous mettez Elon Musk devant une machine à laver, il ne sait pas faire un programme à 40 degrés en fait. Et moi ça m'a toujours fasciné ce truc entre de la technologie où il y a une espèce de discours de maîtrise de la technologie qui est associé aux valeurs très masculines du pouvoir. Et par contre vous les mettez devant une cafetière ou une machine à laver et finalement... il y en a beaucoup, en tous les cas, parmi les dominants surtout, qui ne savent pas du tout lancer le programme. Donc moi, je voudrais juste revenir sur ce que disait Rachel, c'est que vraiment, là, on est dans un moment très important politiquement, et je le dis de manière solennelle, on est dans un moment très important politiquement. On est dans un moment où ça peut basculer d'un côté, ou ça peut basculer de l'autre. On le voit aux États-Unis avec Trump, ça peut basculer de ce côté-là, du côté de l'extrême droite. Et je rappelle que Trump est allé chercher les réseaux masculinistes pour être élu et qu'en fait il a eu une stratégie véritablement d'aller chercher ces réseaux-là, ces influenceurs-là, ces youtubeurs-là, ces rappeurs-là même, pour aller chercher les voix. Mais la résistance aux États-Unis, c'est le mouvement féministe qui est en train de le monter parce qu'elle s'organise pour monter l'opposition à Trump. Et nous, en France, on est sur la ligne de crête. Ça peut tomber d'un côté comme ça peut tomber de l'autre. Mais la société, aujourd'hui, est prête à accepter les valeurs
que nous défendons dans le mouvement féministe. La société est beaucoup plus progressiste qu'on ne le pense. La jeune génération de femmes ne veut pas entendre parler de discrimination homme-femme. Elles sont en train de révolutionner par leur radicalité, par leur intersectionnalité, par leur volonté d'en découdre aussi, quitte à ne pas entrer dans des relations hétérosexuelles avec les hommes. Moi, je suis absolument fascinée, par exemple, par le lesbianisme militant qu'il y a chez les jeunes femmes qui disent « mais si vous ne cédez pas, alors nous n'entrerons pas en relation avec vous ». Et c'est ainsi conscientisé pour une partie de cette population, de cette jeunesse-là. Et je vous le dis, nous sommes en train de gagner. S'il y a des gens qui sont obligés de faire des chroniques à la radio, à la télévision, pour du matin au soir défoncer les féministes, pour dire que nous sommes des totalitaires, pour dire que nous sommes dangereuses, c'est précisément parce que nous sommes dangereuses, en effet, pour eux et leurs privilèges, parce que nous sommes en train de gagner. C'est vrai. Et là, c'est entre nos mains maintenant. Nous avons la capacité de faire basculer la France du bon côté de l'histoire grâce à une révolution féministe. Nous avons tous les moyens de le faire à une seule condition. C'est qu'il faut que nous soyons conscients de notre force et que nous nous soyons alliés dans tous les combats. Eh bien, je vous propose ceci. Allions-nous, ne nous divisons pas. Pas en ce moment, jamais. Au contraire, soutenons-nous les unes les autres, les uns les autres, parce qu'il y a des alliés hommes du féminisme. Venez, et alors nous allons changer les choses. Est-ce qu'il y a des questions? Comment on fait? Moi j'ai 3 frères, je n'ai pas été élevée pareil que mes frères, je n'ai pas eu les mêmes droits que mes frères. Donc aujourd'hui je pense que les femmes aussi, il faut qu'elles prennent conscience de ça. Qu'un garçon, il n'a pas de droits en plus qu'une fille. Ça c'est quelque chose à la base. À la base. Les enfants, souvent quand je dis à ma fille, il faut faire la vaisselle, elle me dit, et Pierre Elie, il est là, il ne peut pas faire la vaisselle. Je lui dis, non, mais c'est toi qui fais. Pourquoi c'est moi? Parce que je suis une femme. Non, c'est vrai, je pense que l'éducation avec les filles et les hommes, ça doit être pareil. Voilà, ça c'est vrai parce que dans nos cultures, moi je suis d'origine ivoirienne, même chez ma petite soeur, les hommes ils font rien, les garçons ils font rien, même balayer une maison ils font rien du tout. Et c'est la femme qui fait tout le travail. Et moi, je pense que ça aussi, il faut que ça change. Pour qu'on apprenne. Voilà, parce que quand ils grandissent sans ça, c'est ça qui fait qu'ils s'imposent. Donc, et maintenant, c'est vrai, ils détestent beaucoup les féministes. Hein. Beaucoup, ah non, mais vous les féministes, ah non, vous êtes trop, parce qu'on on connaît maintenant nos droits. On ne veut pas se laisser faire. Et ça dérange beaucoup. Il faut arrêter avec le rôle de petite princesse, rose, ça, maintenant, c'est le cœur. Quand tu accouches ton enfant, voilà, ça on peut pas aller contre ça. Bonsoir. Je voudrais dire à Sandrine Rousseau joyeux anniversaire. De la bonne humeur à la mauvaise humeur, malheureusement, à la Sorbonne, là, il y a une affaire de sexisme qui émerge. Il y a eu un professeur qui a été exclu 6 mois pour avoir tenu des propos à la fois racistes et sexistes. Il avait dit que les femmes étaient une mécanique fragile, et j'ai même tout le rapport d'enquête. Et il a aussi parlé de pègres arabes. Et il a dit que les Chinois aubervilliers étaient des voleurs de masse. J'ai les articles du Parisien et tout, si vous souhaitez les consulter. Et j'aimerais savoir, ma question c'est quelles sont les personnes féministes et les associations que je pourrais contacter, parce que j'aimerais en fait lancer un appel à témoignage, parce que beaucoup de jeunes étudiantes ou d'étudiants racisés ont été victimes de ce professeur, qui s'appelle Alain Soubigou et qui a l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait des relais médiatiques pour libérer la parole des victimes.
Et le pire, il a aussi déclaré, il a fait un salut nazi, et il a déclaré que les viols commis par les nazis sous le Troisième Reich étaient des parentèles genrées, des méfaits et des bêtises. Donc il a antisémitisme, négationnisme et sexisme. En une phrase. Normalement, il y a aussi une ou un référent égalité femmes-hommes dans l'université, donc c'est bien aussi d'aller. Je pense qu'on va... Il y a encore une question? Oui, Anne. Je voulais te remercier, Rachel, parce que tu m'as parlé de parité sociale, en fait. Tu m'as dit qu'il fallait plus de femmes de ménage à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un travail, je pense qu'on a eu la parité et des lois pour la parité, ce qui a fait avancer au niveau de la représentativité, pas tant que ça, mais en tout cas, ça a fait avancer. Et je pense que sur la parité sociale, ça ferait aussi avancer, et notamment faire qu'il y ait plus de femmes de ménage ou autres à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Et ça, c'est au parti politique de faire le travail. Mais tu as aussi parlé de sororité. Et en fait, cette parité sociale et cette parité réelle dans les partis politiques, ça passe aussi par le fait de ne pas adopter les comportements des puissants et les comportements patriarcaux, même chez certaines femmes. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Et donc, il faut qu'on se pose cette question-là. C'est comment nous, on fait changer les choses à l'intérieur de nos partis politiques pour faire que toutes puissent accéder, quelles que soient leurs origines, leurs conditions sociales, et faire qu'on puisse avoir un petit peu plus de bienveillance, que c'est un mot à la mode, mais en fait, ça n'existe pas tant que ça. C'est que pour avoir ces postes-là, il faut avoir les mêmes comportements que le patriarcat et le grand capitalisme. Et ça, je te remercie d'en avoir parlé. Moi, je faisais le ménage, hein, je ne fais pas la politique. Voilà, donc je ne fais pas la politique, mais vu qu'on avait gagné cette grève-là, qui a été très victorieuse, et que moi-même, comme je voyais les députés de la France Insoumise venir sur nos piquets de grève, moi je me suis dit, j'ai vu quand même François Ruffin, Daniel Obono parler de notre grève. Et là, ça m'a tiqué pour dire, donc c'est que ce qu'on vit ici, c'est la politique. Donc si on finissait, j'allais m'adhérer à la France Insoumise pour aller lutter, parce qu'ils vont quand même sur les piquets de grève, c'est des députés qui sont là, quand il y a des manifestations, les piquets de grève, les grèves partout, ils sont là. Donc ça m'a beaucoup touché ce geste, parce que des partis politiques comme ça, venir avec des grévistes comme ça, rester porter leur voix, j'ai trouvé que c'était bien pour moi. Donc c'est comme ça, après, quand j'ai été en vacances après la victoire, et qu'on m'a contacté de venir faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon, parce que j'étais la porte-parole de cette grève-là, et je n'ai pas refusé. Et on a fait cette campagne-là, et malheureusement, il n'a pas gagné les élections. Mais après, quand on m'a proposé, est-ce que j'ai envie d'être candidat pour les législatives, mais déjà j'étais étonnée en fait. J'ai dit, mais je ne sais pas, déjà on m'a dit chef de file. J'ai dit, mais c'est quoi chef de file? Un chef de file de quoi? Non, on veut que tu sois candidat pour être député. J'ai dit, ben, je suis pas dans un parti politique. Comment est-ce que je vais ou qui me met? Non, on va voir la France Insoumise, il est d'accord, tout et tout, pour que tu puisses être candidat. Ok, comment je voulais m'adhérer, j'ai accepté. Mais par contre, je me suis dit, bah, quand tu vois l'Assemblée nationale, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils ont des costards, cravates. Bah, toi, tu es femme de ménage, tu vas aller là-bas, tu vas dire quoi? Voilà, arrivé là-bas, qu'est-ce que tu vas dire? Mais après, la personne m'a dit, vous avez mené une lutte pendant 22 mois et que tu as été la porte-parole. Je sais que tu peux nous représenter à l'Assemblée nationale. Moi, franchement, à l'époque, je pensais que l'Assemblée nationale, c'était que pour les bureaucrates, que nous, on ne pouvait pas aller là-bas. Mais quand j'arrive là-bas, mais je vois qu'on allait, tout le monde est là pour apprendre. Hein. Ne croyez pas, parce qu'on a tous des collaborateurs. Hein. Bah oui, on a tous, c'est pour ça que j'ai dit intéressez-vous. C'est pas parce que vous avez je sais pas, ou bien je sais pas, dit que ça ne met. Non, on a des collaborateurs qui nous écrivent. On lit, on regarde, si c'est bon aussi, on confirme que c'est bon. Voilà. Donc, voilà, tout le monde est pas, et tout le monde apprend. Moi, quand j'ai dit qu'il a déjà touché 800 €, peut-être que là-bas, ils n'ont jamais touché, mais ils ont appris que dehors, il y a des gens qui touchent 800 €, 600 €. Et nous, on peut apporter ce message-là là-bas. On peut. Donc, vraiment, il faut que, voilà, il faut. Et puis, c'est aussi par la victoire aussi que moi, j'ai dit aussi que on m'a vu pour me proposer ça.
Parce que si tu dors dans ta maison, qui va aller te chercher? Si tu ne fais rien, qui va aller te chercher? Il faut faire des choses, il faut faire des trucs, il faut poser des actes pour qu'on te remarque. Il faut faire des choses pour qu'on te remarque parce que tu quittes chez toi au travail, tu vas à la maison, on dit les réunions, tu ne vas pas, les manifestations, tu ne vas pas, rien ne t'intéresse, mais qui va aller te chercher pour dire viens être candidat? Il faut aussi qu'on soit sérieux. Voilà, il faut dire les choses. Donc, faites des choses, imposez-vous, prenez la parole, montrez-vous pour qu'on puisse vous dire un jour venez être candidat pour être en Assemblée nationale. Merci. Je dois juste dire qu'en commission des affaires sociales, et Marie-Charlotte me fait des grands signes comme ça, mais j'étais aussi à ce moment-là dans la commission des affaires sociales. Un jour, il y a Rachel Keke, on en débat sur les retraites, et puis elle se met en colère, et puis elle dit vous avez jamais gagné 800 € par mois, vous savez pas ce que c'est la sous-traitance. Et les macronistes, ils se sont mis en colère en disant mais si on a été étudiants. Ouais, c'est vrai. Après, dis pas oui, pas par jour. Et en fait, ces moments-là, c'est des moments qui, alors, sont pas forcément de bascule parce que ça joue quand même beaucoup à la majorité, mais sont quand même des moments où on confronte les gens à leur position. Et vraiment, c'est pour ça que en introduction, je disais qu'on a vraiment un travail à faire dans les partis pour faire en sorte qu'on soit très représentatif de la société, parce qu'en fait, ces moments-là sont des moments en fait, de pure politique, quoi, de pure politique. Et moi, quand je les entends nous expliquer à force de tableaux que la retraite à 64 ans, c'est merveilleux, et qu'en fait, on n'a pas le choix. Là encore, j'étais chez un ministre hier pour défendre un des ministres de la Santé, je ne vais pas dire qui, et qui me dit, non mais je sais, Sandrine, tu es contre le fait qu'on travaille au-delà de 64 ans et tout. Je dis, mais évidemment, quand on est médecin, on peut éventuellement travailler au-delà de 64 ans, mais quand on est femme de ménage, quand on est femme de chambre, c'était ça le titre, femme de chambre, etc., c'est pas pareil, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est pas... Dans les conditions de travail, il y a aussi beaucoup de manipulation, par exemple, de produits chimiques. Donc, outre les problèmes musculo-squelettiques, les femmes de chambre, les femmes de ménage, elles ont plus de produits chimiques dans le sang que les ouvriers de la chimie. Et évidemment, on a complètement supprimé des critères de pénibilité, le port de charges lourdes et l'exposition aux produits chimiques, de sorte que ces métiers-là sont aujourd'hui considérés comme non pénibles. Il est là le scandale. Allez, on se lève et on change les choses. Bravo. Comme je n'ai pas été réélu, j'ai décidé, j'ai créé une association qu'on appelle des invisibles, d'invisible à visible. Donc on va faire beaucoup d'actions, aller sur les métiers dont on ne parle pas, pour pouvoir dénoncer ou pour pouvoir mettre la lumière sur ces métiers-là. Pourquoi on parle d'eux? Par exemple, il y a une dame qui m'a dit, elle travaille à la morgue, et que les conditions de la morgue, c'est très difficile. L'odeur des cadavres, souvent, n'ont pas de matériel et tout. Donc, quand je lui ai parlé de cette association, ça l'intéressait, elle veut s'adhérer. Donc, le 3 mai, c'est un samedi. C'est-à-dire, il y a la fête du travail le 1er, et le 3 mai, c'est un samedi, où je fais le lancement de cette association-là. Peut-être que ça sera à la place de la République. Donc vraiment, si vous voyez les informations passer sur les réseaux sociaux, il faut venir massivement parce que nous sommes les essentiels. Et si nous voulons mettre ça à la lumière, il faut soutenir cette association-là pour qu'on soit une puissance, pour qu'on puisse travailler pour tous ces métiers invisibles. Donc c'était mon petit message. Bonne soirée à vous.